Je suis ravi d'être là. Moi, j'ai créé ma première boîte d'informatique en 1983. J'ai 60 ans, donc ça fait quand même un petit moment. Et je me rappelle qu'à l'époque, effectivement, le mot informatique, ma première boîte s'appelait Infogrames. J'aurais d'abord, en introduction, vous raconter pourquoi ça s'appelle Infogrames. On a parlé des noms tout à l'heure, Zéro Informatique, etc. Parce qu'en fait, on crée cette société pour faire, avec mon associé de l'époque, Christophe Sapé, des logiciels de on ne savait pas quoi, en fait. Des logiciels pour les micro-ordinateurs. Il y avait un livre, d'ailleurs, que nous avions écrit, qui s'appelait « Pratique de l'ordinateur familial ». Et on se demandait vraiment pourquoi on allait acheter un ordinateur. Donc on répondait à une question, pourquoi un ordinateur? Et c'était intéressant de voir que c'était en 83. Puisque pour ceux qui sont les plus vieux dans la salle, ceux qui, comme moi, ont quelques cheveux perdus sur les chemins digitaux, eh bien, c'était l'époque des PDP-11, des Iris 80, des mini-ordinateurs, des gamelles qu'on chargeait et on était opérateur de saisie informatique. C'était une époque intéressante. Les bandes, bien sûr, oubliez les bandes. Mais, donc on avait, pour la toute première fois, un micro-ordinateur qui était un Texas Instruments TI 99-4A, qui était le premier micro-ordinateur vendu par les Américains en France avec le Commodore, le VIC-20 et d'autres du même genre. Et on avait une imprimante, c'était un truc génial, on avait une imprimante qui tapait une lettre par seconde. Super intéressant. Tac, 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 avec ces fameuses bandes perforées sur les côtés que vous connaissez tous, ou que vous avez vu pour les plus jeunes d'entre vous en photo, ou dans les marchés aux puces. Ça distingue tout de suite. Hein. Le mec qui sait ce que c'est qu'un papier à perforer d'un autre, tout de suite, on a une petite idée de son âge. Faites le piège. Tu as connu les bandes perforées? Ah bon? Les cartes perforées? Ouh là là, les cartes perforées. Alors ça, c'est encore un autre niveau. Hein. Ça, c'est vous passez 10 ans, vous prenez 10 ans dans la tête sur la carte perforée. Et donc, on avait mis un programme de concaténation, parce qu'on ne savait pas faire grand-chose en basique, et on avait mis tous les mots de l'époque qui désignaient ces nouveaux métiers, ces métiers dont vous êtes les spécialistes. Donc il y avait logiciel, il y avait software, il y avait des machins, puis il y avait informatique. Et en fait, cette machine, tout le monde le sait, ces bandes perforées avaient une performance remarquable, ça chauffait beaucoup, et puis ça coinçait. Et nous, on avait fait un pari assez original, on a dit, le premier mot sur lequel l'imprimante coince sera le nom de notre société. Donc nous, on a créé une des premières startups de France, dont le nom a été créé par une intelligence mécanique et artificielle. C'est-à-dire un papier qui se froisse, avec un ordinateur qui fait un mot en concaténation. C'est pour ça qu'elle s'appelait Infogramme, parce que c'était la concaténation d'informatique ou d'information, je ne sais pas lequel elle avait choisi, et de programme. Ça avait fait Infogramme. Ça, c'était coincé, on avait dit ça, c'est un signe de Dieu, ça sera le nom de la société. Et donc, moi, j'ai utilisé l'IA il y a très très longtemps. Hein. Ça s'appelait à l'époque les systèmes experts, rappelez-vous. Hein. On parlait des systèmes experts, on ne parlait pas d'IA. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus tard. Mais je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, elle est intéressante, mais bon, un jour je l'éditerai, vous achèterez le bouquin, il faut que je gagne un peu de sous, hein, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour surtout vous parler de comment je vois les évolutions de ces métiers dont vous êtes les architectes, et pour ça je suis obligé de devenir un tout petit peu sérieux 5 minutes, en vous parlant qu'on vit quand même un moment, on vit, vous vivez, nous vivons, tout le monde, un moment assez exceptionnel de l'histoire du monde. À mon avis, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Il y a eu l'invention du feu, là c'était intéressant, enfin l'invention, la récupération. Il y a eu 2-3 trucs techno au milieu, genre la roue et du même acabit. Et puis il y a eu la révolution industrielle, où là on a basculé dans un autre monde, le monde de la machine. Et puis il y a la révolution numérique, celle d'aujourd'hui, qui se double en plus d'une réflexion qu'on appelle écologique, mais sur une réflexion sur les ressources. C'est la notion de ressources qu'on doit recycler, qui ne sont pas illimitées, et qui au départ a paru un petit peu gadget. Hein. Rappelez-vous, encore une fois, pour les vieux, René Dumont, qui nous montrait un verre d'eau à la télévision dans les années 70, et qui disait, vous voyez, ça, il n'y en aura plus un jour sur la planète, et tout le monde rigolait. Et aujourd'hui, on commence à dire, c'est vrai que la gestion des ressources, c'est quelque chose d'important. Donc le croisement de ce monde du numérique, de ces contraintes écologiques, ça ouvre tout un nouveau champ sociétal dont vous êtes essentiellement des acteurs clés, parce que
on doit, comme dans toute transformation profonde, on doit l'accompagner. Et en fait, quand on y réfléchit, l'outil, l'homme de Cro-Magnon avec ses silex, l'outil, il a amélioré la dextérité humaine, parce qu'on a été fabriqué pour être, finalement, on n'est pas très performant en termes de machine. On a un gros cerveau qui d'ailleurs consomme très très peu, quelques watts pour arriver à dire toutes les bêtises que je dis, c'est pas mal, par rapport au système qu'on gère tous les jours. On a donc amélioré notre dextérité avec les outils. On a amplifié notre force avec la machine qui n'était plus à énergie animale ou humaine. C'était plus des systèmes mécanisés, c'était vraiment des machines qui avaient des potentiels énergétiques beaucoup plus puissants. Et là, on a pu construire des ponts, des buildings, etc., etc. Et puis aujourd'hui, on bascule dans ce monde où on va augmenter notre intelligence. C'est pour ça que moi, le mot IA, j'aime bien dire que c'est de l'intelligence augmentée plutôt que de l'intelligence artificielle. Et bien sûr que ça sera associé à des systèmes mécaniques, c'est pour ça qu'on parle de robots et d'IA, qui effectivement viendront, sur lesquels on pourra déporter un certain nombre de tâches. Et en fait, cette révolution, elle est assez unique, et il y a plusieurs philosophes qui ont travaillé sur le fait que les contemporains d'événements ne prennent jamais conscience du bouleversement de l'histoire qu'ils sont en train de vivre. C'est pour ça que moi j'aime bien répéter quand je parle à différentes audiences, de dire attention, retournez-vous 5 minutes sur vos 20 dernières années, puisque ce soir c'est les 20 dernières années, reprenons le numéro 1 de 01 informatique, qui s'appelait 01 d'ailleurs, probablement, j'espère pour eux, et on se dit mais quel chemin parcouru. Et quand je vous parlais de mon Texas Instruments avec une imprimante qui faisait une lettre par seconde, c'était le produit qui était commercialisé comme micro-ordinateur dans les années 80, enfin en 82, 83 en l'occurrence. C'est-à-dire finalement pas très longtemps, c'est l'échelle d'une vie humaine, d'une génération humaine. Et donc ce basculement dans l'intelligence augmentée, il crée des grosses tensions. Et sans vouloir faire ce soir, sans vouloir prendre une autre casquette que celle effectivement de l'entrepreneur dans le numérique, mais quand même en dérivant un petit peu sur mes nouvelles fonctions qui sont mes fonctions politiques, je pense que ça explique beaucoup de la situation politique que nous vivons aujourd'hui. Je vais vous faire 2 minutes là-dessus, parce que ce n'est pas l'essentiel, mais c'est pour vous faire réfléchir à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en fait depuis 2 ans en France? Il se passe qu'on a un mouvement politique, qui est le mouvement En Marche, qui est initié par une seule phrase en fait, pour ceux qui ont connu ça au départ. Ils disent, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est juste une réalité. Il dit, il faut regarder le monde, il faut affronter la réalité du monde telle qu'elle est, pour apporter des solutions politiques d'organisation à ce monde. C'est vrai dans les entreprises, c'est vrai au niveau d'une nation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas nier qu'il y a des évolutions de la réalité de notre environnement qui font que les vieilles méthodes vont arriver soit à bout de souffle, soit vont être dépassées. Moi, j'aime bien prendre l'exemple des compagnies transatlantiques maritimes qui étaient, avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, des géants du voyage et du transport, et qui n'ont jamais inventé, aucune d'entre elles, l'avion. Jamais. C'est-à-dire que les compagnies aériennes ne sont pas nées des compagnies maritimes. Donc ça veut dire que si on reste dans une réalité du monde qui, pour cet exemple-là, était le globe est en 2D, et on circule sur le globe, et on ne se pose pas la question de la 3D, savoir si on va maîtriser l'air, on reste dans des méthodes de réflexion qui ne sont probablement pas les bonnes. Alors, ce mouvement, pour revenir en politique 5 minutes, parce que finalement ça rejoint la politique de l'entreprise, ce mouvement, au départ, la classe politique a un déni de ce mouvement. Il dit non, mais c'est connerie, il n'y a pas de programme, ils ne savent pas où ils vont, etc. Encore une fois, je ne vous tiens pas à disposition, j'essaye de vous montrer la logique presque informatique dans laquelle la houle qui a porté en fait la transformation de la France, et dont on peut être relativement fier, quelle que soit l'issue. Ça y est, vous voyez, on m'empêche de parler, ça y est, il y a des mecs dans... je vais continuer. Ça va, c'est pas une alerte à la bombe, rassurez-vous, tout va bien. Il n'y a pas de gilet jaune, tout va bien. Mais, même s'il était là, d'ailleurs, je serais ravi de leur parler. Mais d'abord, il y a un déni. Et dans toute organisation, quand vous commencez à montrer une vision du monde qui va plus loin, vous commencez par avoir un refus. De dire, non, mais attends, tout ça c'est bien sympa, mais nous on a un boulot à faire tous les jours. Alors, tes idées de visionnaire, tu les gardes, mais c'est pas important. Et c'est là où c'est important de détecter parmi vos collaborateurs, et vous-même,
ces signaux faibles qu'il va falloir distinguer pour les amplifier pour demain. C'est ça, avoir une vision. Hein. C'est pas être génial. C'est juste repérer des signaux faibles et avoir les capacités de les amplifier. En se disant, c'est des vraies tendances de fond. Donc, première étape, un déni dans une organisation, dans un pays. Et du coup, on perd pied dans le déni parce qu'on essaye de répliquer à des arguments par des arguments qui ne sont pas du moment. Parce qu'on est dans le déni, on refuse cette réalité. Ensuite, la deuxième partie, c'est une négociation. Dans toute organisation, vous avez une négociation. Vous, les DSI, vous la connaissez par cœur. Elle s'appelle souvent la négociation budgétaire. Enfin, elle se traduit par une négociation budgétaire ou alors par un découpage en silos. Ok, c'est pas mal ton idée, on va créer un lab, on va faire une expérimentation, prends 3-4 mecs, fais du blue sky, mais en attendant, tu nous fais pas péter la machine, hein. Faut que ça tourne. Ouais, mais tu comprends pas, c'est la révolution du Wi-Fi. Non, mais mets-nous quelques câbles quand même, on verra bien. Et puis essaye, tiens, on a une filiale au Luxembourg, ils sont 8, fais-le là-bas. Tu vas voir, ça va être super. Ouais, mais on est 30 000. Non, mais vas-y, va voir 8. C'est la négo. Dans notre pays, la négo, c'est qu'on se dit, on va élire en fait un homme politique moderne. C'est-à-dire qu'on prend des gens comme moi, ils n'ont jamais fait de politique, mais ils ont l'air plus cool. Ils sont modernes, ils ont une expérience qui vient d'ailleurs. On prend des hommes et des femmes, on modernise. En gros, on ripolline. C'est ça que le pays fait dans la négociation de l'élection. Et c'est très bien. Mais ce n'est pas du tout le programme pour lequel ce mouvement naît. Puisque ce programme de mouvement naît, c'est un programme de transformation. Dans une entreprise, on peut dire, tu fais un petit lab, tu fais un petit machin, tu fais un petit truc, mais ce n'est pas du tout l'objectif que le DSIN peut avoir dans la tête, de transformation. C'est, tu fais un petit coup de ripolin, hein, tu me prends 2-3 jeunes un peu branchés, des mecs qui font de la cyber-truc, démerde-toi. Puis je ne veux pas trop en entendre parler parce qu'on a du boulot quand même. Et puis ensuite, vous avez forcément dans une organisation une phase réactive. Parce que ça pète, parce qu'on n'est plus dans le modèle, parce que ça ne passe pas. Alors moi, je suis président de l'EM Lyon, par exemple, je peux vous dire, la révolution que j'ai eue, c'est que les élèves ont dit « Mais nous, on veut des prises pour nos téléphones portables. » Mais de quoi vous parlez ? On veut des prises. On a besoin de prises, monsieur, dans les amphis, on a besoin de prises. Puis on a besoin de gérer un réseau Wi-Fi à très grosse bande, parce que quand on est 500, on a besoin que ça marche. Puisqu'on n'arrête pas. Mais pourquoi vous avez besoin de ça ? Vous avez des cours magistraux, vous avez des super profs, vous avez. Mais non, mais vous n'avez pas compris. Nous, on ne veut plus apprendre comme ça. Donc vous avez une force réactive qui se met en place. On va commencer à nous casser un peu les bonbons, les jeunes. Hein, ça ne va pas du tout, ça. Hein, on vous a dit que vous deviez bosser comme ça. Non, mais ça ne marche pas. Et ce qu'on vit là, la réaction que nous vivons, c'est qu'il y a une partie du corps de la nation, mais que vous auriez dans une entreprise pour d'autres raisons, qui réagit. Qui dit, mais moi, j'en veux pas de ça. Je comprends pas là où on est. Alors, c'est ce qu'on a appelé la fracture numérique, c'est ce qu'on a appelé les robots vont nous piquer nos emplois, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation, la ubérisation qui fait que tout fout le camp, que fait la police, etc., etc. Mais vous l'avez vécu dans vos entreprises. Réfléchissez, quand vous avez mis des grandes transformations en route, vous avez vu ces forces de réaction. Alors dans une entreprise, c'est plus facile, vous convoquez les mecs, vous dites, ou soit quand vous êtes un chef d'entreprise à peu près lucide sur la nécessité de transformer, vous avez la barre, et je le disais tout à l'heure à un de vos collègues, le monde économique, c'est le monde du bateau à moteur. J'ai un cap, je mets de l'essence, c'est-à-dire que je mets des moyens, j'ai un très bon moteur, mes collaborateurs, et je tire sur le cap. Ça, c'est le monde de l'entreprise. Le monde politique, c'est la marine à voile. Il y a des courants, il y a des vents contraires, il y a des opinions. Il faut aller les chercher à droite, il faut aller les chercher à gauche. En fait, vous louvoyez, vous tirez des caps. L'important, vous tirez des bords, pardon. L'important, c'est de garder un cap. C'est plus complexe. Donc ça ne réagit pas pareil. Mais dans la mécanique, c'est la même chose. Et ce cycle déni, négociation, colère, il est très connu. C'est un cycle psychologique extrêmement connu, c'est le cycle des transformations, c'est aussi le cycle du deuil. Il est absolument nécessaire dans une organisation, et même à titre personnel, de passer par un cycle de deuil pour passer d'un état à un autre. C'est quelque chose qui est modélisé par des tonnes de mecs dans toutes les sociétés de conseil du monde entier, et qui explique que de toute façon, en tant que manager, vous devez les affronter. Ne faites pas semblant que ça n'existera pas, parce que ça existera.
Donc votre responsabilité, pour revenir à la notion de DSI, elle est, d'accepter votre rôle de transformateur. C'est compliqué, parce que c'est une remise en question permanente. Rappelez-vous, il y a une époque où on disait, dans les années 90, il n'y a rien de pire qu'un vieil informaticien. Parce que les gars, ils raisonnaient mini-informatique, ils raisonnaient dans des structures de calcul qui étaient différentes, ils raisonnaient sur des langages qui avaient des puissances qui n'avaient rien à voir avec les langages qui étaient en train de naître, puisque en gros, on avait le COBOL, le Fortran et le reste débrouille-toi, et on voyait émerger des nouvelles méthodes, etc. Moi, Infogrames, dans les années 2005-2006, quand on commençait à parler un peu sérieusement des jeux en ligne et de la robotique, moi j'avais des gars qui me disaient non, mais c'est conneries, ça ne marchera pas, on n'a pas assez de débit, on n'a pas assez de machin. Et pourtant, c'est nous qui avons créé le premier ISP français qui s'appelait Infony. Et on était, dans ma boîte, j'avais ces gars-là, mais ils étaient isolés, ils étaient à côté des autres qui faisaient le métier traditionnel. Et si on m'a bien aidé à quitter avec un gros coup de pied aux fesses Infogrames en 2007, c'est parce que les gens ils m'ont dit, on n'accepte pas votre budget, parce que moi j'arrêtais le jeu vidéo à 3 ans, c'est dans mon budget, et je basculais sur le en ligne et la robotique. J'avais peut-être raison, mais j'avais une très mauvaise manière de gérer la transformation. Parce que j'ai braqué mon board, j'ai braqué mes directeurs, j'ai braqué mes équipes, qui peut-être aujourd'hui diraient « Ah, t'avais raison, hein, mais il ne faut pas avoir raison trop tôt. » Parce que finalement, la stratégie de la transformation, c'est le surf. C'est-à-dire qu'il faut sentir la vague, mais il faut être ni trop tôt parce que vous la prenez sur la gueule, ni trop tard parce que vous la voyez partir, il faut vraiment être sur la vague. Donc pour les 21 ans l'année prochaine, tout le monde en Bermuda et avec une planche. C'est comme ça que ça doit marcher. Et en fait, cette logique de la transformation, elle est intéressante dans le moment que nous vivons, parce qu'on a l'impression qu'elle ne s'arrête jamais. Et c'est assez bizarre comme sentiment. On a l'impression que les puissances de calcul, les algorithmes, les capacités mémorielles font que c'est une espèce de machine à laver dans laquelle la remise en question est permanente. Et donc c'est une équation de mouvement qui est complexe. Et pour ça qu'il faut aussi changer de référentiel. Et si, moi j'ai vécu à peu près, je sais pas, dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai eu 7 ou 8 DSI, dans différentes entreprises, pour différents objectifs. Donc j'ai vécu des moments de DSI où on me faisait des plans à 5 ans d'implantation informatique dans l'entreprise. Bon, aujourd'hui, on fait des plans à 5 minutes. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me dit, on va essayer ça, si ça ne marche pas, on va changer. Oui, d'accord. Parce que je pense que c'est la réponse à ce bouleversement permanent, c'est justement, également intellectuellement, de mettre l'entreprise dans cette alerte de dire, nous n'allons faire que de l'essai-erreur en permanence. Il y a des choses qui vont fonctionner, des choses qui ne vont pas fonctionner. C'est pas grave, mais on ne peut plus calibrer une entreprise en batch, si je pourrais prendre une utilisation informatique, il faut la calculer en temps réel et en permanence. Donc notamment, par exemple, dans des domaines très précis de l'entreprise comme la comptabilité, je pense pouvoir vous dire, moi je suis convaincu, qu'à l'horizon de, allez, on va dire 5 pour être optimiste et 10 pour être pessimiste, on aura une comptabilité en temps réel, une information en temps réel, un tableau de bord certifié, crédible, qui aura tout qui va bien, qui rendra obsolète la notion de bilan. Parce que dans la responsabilité des DSI de demain, l'information comptable de l'entreprise, c'est déjà le cas pour les tableaux de bord internes, on passera à l'étape supérieure où on aura cette espèce de tendance globale de dire, bon, elle en est où cette boîte? Elle va bien, elle va pas bien. Et elle va bien, elle va pas bien, ça sera pas elle va bien au 31 décembre, alors qu'on connaît tous le coup de la négo sur les factures de la dernière semaine ou de la première semaine de janvier. Celui qui n'a pas fait ça me jette la première pierre. Ça va, pas reçu de pierre. Donc ça veut dire que ces notions, si vous voulez, qui correspondaient en fait aux mécaniques qu'on avait à l'époque, à la vitesse de l'information de l'époque, eh bien elles vont être bouleversées, encore une fois, à cause des méthodologies qu'on a maintenant à notre disposition. Je vous passe le détail pour ceux qui sont les plus anciens, de comment vous gériez les commandes d'un réseau commercial déporté à l'époque où il n'y avait pas de téléphone même mobile. Moi, je m'arrêtais à 10h, j'avais une secrétaire qui prenait les commandes, elle passait à la main,
elle les passait même pas encore en informatique à l'époque, mais elle les passait au service de livraison. Le service de livraison faisait ses colis, il expédiait, etc. Aujourd'hui, je prends mes commandes en temps réel avec le client, je lui fais le prix, je lui fais la négo, j'envoie tout ça et je sais que c'est parti. Et puis quand je m'appelle Amazon, en 2 heures, c'est sur la place. Donc ça veut dire qu'on a bien cette accélération du monde. Donc pour conclure un peu ce que je voulais vous dire ce soir, je pense que votre fonction technique de DSI, elle a, alors DSI, DSIN, comme j'ai appris tout à l'heure, en fait, moi je garde DSI parce que je pense que c'est direction des services d'innovation. Et le service d'innovation, attention, ce n'est pas un service d'invention. C'est un service, pour moi la différence entre une invention et une innovation, c'est qu'une invention, c'est une proposition à un marché. J'invente la trottinette électrique. Bon, super. Je la propose au marché. Ça marche ou ça ne marche pas. Le marché achète ou il n'achète pas. Ça, c'est une invention. Une innovation, c'est plus subtil, c'est la réponse à une demande sociétale. Est-ce qu'effectivement, il y a, pour des problèmes de mobilité, est-ce que la solution, c'est la trottinette électrique? Moi, je ne le crois pas personnellement, mais ça pourrait. En tout cas, vous augmentez votre chance qu'une innovation, elle performe sur un marché parce qu'elle va d'abord écouter une demande et elle va essayer de la satisfaire. Donc vous augmentez la probabilité qu'elle perce sur le marché. Par exemple, je crois que la voiture autonome, le véhicule autonome pour les centres urbains, sera une solution de mobilité intéressante par rapport aux engorgements, par rapport à la fluidité de la ville. Donc si j'écris fluidité de la ville, c'est une demande sociétale forte, les gens veulent avoir de la fluidité. Je me dis finalement, les véhicules autonomes, ça peut être une piste intéressante à creuser. Donc c'est une innovation intéressante. Donc les responsables, les DSI dans les entreprises, eux, leur boulot, c'est d'abord un boulot de capteur de ces demandes pour essayer de comprendre quelles sont-elles. Donc avoir vraiment une intimité avec l'entreprise qui est très forte, et non pas être un département. Il faut vraiment être dans l'intégration, il faut être dans le transversal total. Et derrière, apporter ces solutions innovantes, effectivement numériques pour la plupart, mais apporter ces solutions innovantes et les piloter. Je crois que c'est important et de le percevoir plutôt comme ça. C'est que la direction, le cap que je vois, c'est que vous êtes des agents de transformation permanente. Donc déjà, il faut que vous embauchiez toujours des mecs meilleurs que vous, plus jeunes que vous et plus edgy que vous. Ça, c'est la condamnation à mort de permanente. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Qui n'auront pas, par contre, l'expérience, l'humanité, la compréhension, la subtilité de dire ça, il va falloir qu'on le vende. Parce que je reviens à mon propos initial, si vous mettez que des geeks dans des boîtes, vous aurez des super produits, mais ça va péter au bout de 10 minutes. Ces gens, ils diront, mais attends, votre machine à laver, elle est sympa, mais il faut l'arrêter de temps en temps. De temps en temps, il faut faire un petit peu, faut ouvrir la porte, souffler un petit peu, puis repartir. Et ça, c'est pour ça qu'il y a une complémentarité, je reviens à mes anciens informaticiens, il y a une complémentarité entre cette expérience de l'entreprise, cette dynamique sociale, cette compréhension en fait, des enjeux politiques de l'entreprise et les enjeux technologiques. Et les deux doivent se parler. Et pour reboucler avec mon message tout à l'heure sur la situation que nous vivons sur le plan global de la nation, une fois qu'on a fait le cycle déni, négociation, colère, il y a toujours le cycle d'acceptation. Parce qu'à un moment donné, la nouvelle réalité du monde, elle s'impose, elle est juste là. Et dans la consommation traditionnelle, c'est ce qu'on appelle le cycle d'intégration des produits. Au bout d'un moment, il y a des gens qui ont résisté au téléphone mobile pendant très longtemps. Puis au moment, ils ont acheté un téléphone mobile. Il y a des gens qui ont résisté à j'en sais rien, moi, la télévision par satellite pendant longtemps. Puis au moment, ils ont acheté la télévision par satellite. Ça, c'est dans la partie consommation. Dans les transformations de boîtes, il y a des gens qui résistent à des process pendant très 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 longtemps. Puis au bout d'un moment, ils acceptent le process. Parce que ça fait partie de leur nouvelle réalité. Donc voilà, moi je voulais juste vous dire ça ce soir. Bon, d'abord, félicitations aux vainqueurs, parce que comme entre-temps je vote 2-3 lois, je ne pourrais pas rester avec vous ce soir, je tiens à vous le dire personnellement, excusez-moi, il faut que je retraverse la scène pour aller lever la main dans une salle toute rouge. Mais c'est mon boulot. Mais surtout, vous dire que vous êtes ces agents de transformation et vous devez comprendre la responsabilité politique, au sens intégration dans l'entreprise que vous avez, dans cette liaison entre les hommes et les femmes de l'entreprise et les technologies qui vont continuer à construire un monde toujours plus, à mon avis, formidable. Je vous remercie. Claude Bonnet, merci. Merci à vous.